La plupart des jardiniers croient que des plantes plus grandes proviennent d'un meilleur engrais, de plus d'eau ou d'un ensoleillement plus fort. Mais si le véritable moteur de la croissance des plantes n'était pas du tout au-dessus du sol? Lors d'une simple expérience comparative, les plantes cultivées dans un sol avec des vers de terre ont développé presque 2 fois plus de masse racinaire que celles sans. Pas de nutriments supplémentaires, pas de traitement spécial, juste des vers. Et voici l'inconfortable vérité. Les mêmes habitudes quotidiennes sur lesquelles les jardiniers comptent pour aider leurs plantes à pousser détruisent silencieusement le système même qui rend cette croissance possible. Parce que les vers de terre ne nourrissent pas les plantes. Ils construisent le monde souterrain qui permet aux racines de prospérer. Et une fois ce monde disparu, aucune quantité d'engrais ne peut vraiment le remplacer. Alors, que se passe-t-il exactement sous la surface? Pourquoi quelque chose d'aussi simple qu'un ver de terre aurait-il un effet si spectaculaire sur la croissance des racines? La réponse n'est pas un simple truc ou un nutriment caché. C'est un système, une structure vivante que la plupart des jardiniers ne voient jamais et à laquelle ils ne pensent donc jamais. Car sous terre, le sol n'est pas immobile. Il est constamment remodelé, tunnelisé et reconstruit. Chaque mouvement d'un ver de terre crée de l'espace là où il y avait autrefois de la résistance. De minuscules passages se forment, s'étirant de plus en plus profondément, transformant un sol dense et compacté en quelque chose que les racines peuvent réellement traverser. Et les racines, par nature, suivent toujours le chemin de moindre résistance. Elles ne poussent pas aveuglément à travers la terre. Elles cherchent, elles explorent. Et quand elles trouvent ces chemins naturels, tout change. Elles poussent plus vite, elles atteignent plus profondément, elles s'ancrent plus solidement. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire, car ces tunnels ne sont pas vides. Ils deviennent des canaux pour l'eau, pour la circulation de l'air et pour le déplacement des nutriments. Avec le temps, ils transforment le sol en quelque chose de dynamique, quelque chose de vivant. Et à ce stade, le sol n'est plus seulement un milieu qui maintient la plante en place. Il devient un écosystème. C'est là que la vraie histoire commence. Car l'effet des vers de terre n'est pas simple, il est stratifié. Chaque mouvement, chaque interaction déclenche une chaîne de changements qui remodèle la façon dont les racines poussent. Et une fois que vous voyez ces couches, les résultats commencent à prendre tout leur sens. La première couche est physique. Quand un ver de terre se déplace dans le sol, il ne fait pas que le traverser. Il l'ingénie. Il crée un réseau de tunnels qui traversent un sol dense et compacté. Pour une racine, cela change tout. Car les racines, ne poussent pas par la force. Elles poussent par opportunité. Elles se développent dans des espaces qui existent déjà. Ainsi, lorsque le sol est dense, les racines ralentissent. Mais lorsque ces chemins naturels sont présents, elles accélèrent. Elles se déplacent plus vite. Elles pénètrent plus profondément. Elles s'établissent avec beaucoup moins d'énergie. Et cela seul peut changer considérablement la taille et la force du système racinaire. Mais la deuxième couche va au-delà de la structure. Elle est biochimique. En digérant la matière organique, les vers de terre produisent ce que l'on appelle souvent des déjections de verre. Mais ce n'est pas seulement un déchet. C'est l'une des substances les plus biologiquement actives du sol. À l'intérieur se trouvent des signaux de croissance naturelle. Des composés comme les auxines et les cytokinines qui indiquent aux racines quand pousser, quand se ramifier et quand se développer. Ainsi, au lieu de simplement nourrir la plante, ces déjections guident son développement. Elles agissent comme des instructions, des signaux silencieux qui façonnent la formation du système racinaire. Vient ensuite la troisième couche, et c'est là que le système devient plus stable avec le temps. Les vers de terre tirent constamment la matière organique de la surface vers les couches plus profondes du sol. Feuilles, matière en décomposition, fragments de vie qui autrement resteraient à la surface. Ils la transportent vers le bas. Et en conséquence, les nutriments ne sont plus concentrés à la surface. Ils sont distribués là où les racines vivent réellement. Plus profonds, plus stables, moins exposés à la chaleur, à la sécheresse et aux changements brusques. C'est pourquoi les plantes cultivées dans un sol vivant développent souvent des racines non seulement plus grandes, mais aussi plus résistantes, parce qu'elles sont ancrées dans un environnement constant, pas un environnement fragile. Et enfin, il y a la couche que la plupart des gens ne considèrent jamais, la vie elle-même. Lorsque les vers de terre se déplacent, ils ne font pas que remodeler le sol.
Ils transportent des micro-organismes avec eux. Bactéries, champignons. Des communautés microscopiques entières. Et partout où ils laissent leur déjection, ces communautés se multiplient. Elles forment des zones concentrées d'activité biologique. Des endroits où les nutriments sont décomposés, transformés et rendus accessibles aux racines. Ainsi, avec le temps, le sol cesse d'être passif. Il devient actif, réactif, vivant. Et à ce stade, la croissance des racines n'est plus seulement fonction des nutriments. Elle devient une fonction de l'écosystème entier qui l'entoure. Et le plus surprenant est peut-être ceci. Rien de tout cela n'est nouveau. Bien avant l'agriculture moderne, bien avant les engrais synthétiques, quelqu'un l'avait déjà vu, l'avait étudié, l'avait documenté en détail. Pendant près de 40 ans, l'un des scientifiques les plus influents de l'histoire a porté son attention sur quelque chose que la plupart des gens ignoraient. Les vers de terre. Charles Darwin. À la fin de sa vie, il a publié un livre que peu attendaient. Pas sur l'évolution, pas sur les espèces, mais sur le sol. Et dans ce livre, il a fait une affirmation discrète mais puissante, qu'aucune autre créature n'avait joué un rôle plus important dans la formation de la terre sous nos pieds que les vers de terre. Il a observé comment ils déplacèrent le sol, comment ils enfouissaient la matière organique, comment ils transformaient lentement le sol au fil du temps. Pas en jours, pas en semaines, mais continuellement, sans relâche, presque invisiblement. Pour Darwin, ce n'était pas un petit détail de la nature. C'était une force fondamentale, un moteur caché travaillant sous chaque champ, chaque forêt, chaque jardin. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant. Car malgré tout cela, malgré des décennies d'observation, malgré des preuves claires et documentées, cette connaissance n'est pas devenue le fondement de l'agriculture moderne. Elle s'est estompée. À mesure que l'agriculture devenait plus rapide, plus industrielle, plus axée sur les résultats immédiats, le travail lent et invisible des vers de terre a été mis de côté. Ainsi, aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, nous nous trouvons dans une position étrange. Nous comprenons mieux la nutrition des plantes que jamais auparavant. Nous avons des outils avancés, des engrais conçus, des systèmes contrôlés. Et pourtant, dans de nombreux jardins modernes, l'organisme même que Darwin considérait comme essentiel a presque disparu. Non pas parce qu'il a cessé de fonctionner, mais parce que les conditions dont il dépend n'existent plus. La question n'est donc plus de savoir si les vers de terre sont importants. La vraie question est, que leur est-il arrivé? Car dans la plupart des jardins modernes, ils n'ont pas disparu par accident. Ils ont été chassés, pas intentionnellement, mais constamment, par de petites actions répétées qui ont lentement rendu le sol invivable. Travailler le sol trop souvent brise les tunnels même dont les racines dépendent. Ce qui ressemble à un ameublissement du sol est, en réalité, la destruction de la structure qui fonctionnait déjà. Laisser le sol nu l'expose au soleil et au vent. L'humidité s'échappe, les températures augmentent, et sans humidité, les vers de terre ne peuvent pas survivre. Ouveau. Viennent ensuite les produits chimiques, des engrais qui nourrissent directement la plante, mais ne laissent rien pour la vie dans le sol. Avec le temps, la matière organique disparaît, et avec elle, la source de nourriture qui soutient tout le système souterrain. Ce n'est donc pas que les jardiniers font quelque chose d'extrême, c'est qu'ils font ce qu'on leur a appris, et lentement, pas à pas, l'environnement qui soutient la vie sous la surface est éliminé. Mais voici le changement. Car restaurer ce système ne nécessite pas d'outils complexes ni d'intrants coûteux. Cela demande une approche différente. Au lieu de nourrir la plante, vous nourrissez le système. Vous protégez la surface. Vous rajoutez de la matière organique. Vous créez des conditions où la vie peut revenir. Une simple couche de paillis peut retenir l'humidité, réguler la température et fournir une source constante de nourriture. Les déchets de cuisine, légèrement décomposés, peuvent réintroduire de l'énergie dans le sol. Même quelque chose d'aussi basique que l'eau de riz peut commencer à stimuler l'activité biologique. Et quand ces conditions sont constantes, quelque chose change. Les vers reviennent. Pas tous en même temps. Mais graduellement, discrètement, et à mesure qu'ils reviennent, la structure se reconstruit. Les tunnels se reforment, le sol s'adoucit, l'écosystème redémarre. Et à partir de ce moment, le système commence à s'auto-entretenir. Car à ce niveau,
vous ne gérez plus une plante. Vous reconstruisez un environnement vivant. Et une fois cet environnement actif, la plante devient un résultat, pas le point de départ. Mais si ce système est si efficace, pourquoi nous en sommes-nous éloignés? Pourquoi quelque chose d'aussi fondamental, d'aussi puissant, a-t-il simplement disparu de notre façon de cultiver la nourriture? La réponse n'est pas qu'il a cessé de fonctionner. C'est parce que quelque chose d'autre fonctionnait plus vite. L'agriculture moderne s'est construite sur la vitesse, le contrôle, la prévisibilité. Au lieu d'attendre que le sol se construise avec le temps, les nutriments pouvaient être fournis instantanément, mesurés, ajustés et répétés. Azote, phosphore, potassium. Un système complet réduit à des chiffres. Et en surface, cela a fonctionné. Les plantes ont poussé plus vite. Les rendements ont augmenté. Les résultats sont devenus immédiats. Mais quelque chose d'important a été perdu dans ce changement. Car lorsque les nutriments sont délivrés directement à la plante, le sol n'est plus tenu de fonctionner comme un système vivant. Il devient un conteneur. Un endroit pour retenir les racines, pas pour soutenir la vie. Et une fois que cela se produit, tout ce qui se trouve sous la surface commence à s'estomper. La matière organique diminue. La vie microbienne s'affaiblit. Les conditions qui soutiennent les vers de terre disparaissent lentement. La mécanisation accélère le processus. Le sol est retourné, brisé, remodelé encore et encore. Non pas occasionnellement, mais continuellement. Chaque passage annule des structures qui ont mis des mois, voire des années, à se former. En même temps, le sol est laissé exposé au soleil et au vent, perdant son humidité plus vite qu'il ne peut la récupérer. Et sans humidité, la vie ne peut pas se maintenir. Ainsi, avec le temps, le sol devient plus facile à gérer, plus propre, plus uniforme, mais aussi plus vide, moins réactif, moins vivant. Et c'est le compromis qui passe souvent inaperçu. Car le sol moderne peut sembler efficace, mais il ne se comporte plus comme un système. Il se comporte comme une surface à laquelle nous ajoutons des intrants, plutôt que comme quelque chose qui produit des résultats par lui-même. Et c'est là que la perspective commence à changer. L'objectif n'a jamais été seulement de faire pousser une plante plus grande, mais de construire les conditions qui rendent la croissance inévitable. Lorsque le système sous la surface est vivant, tout ce qui se trouve au-dessus suit. Les racines se développent sans résistance. L'eau se déplace là où elle est nécessaire, et les nutriments sont libérés au bon moment. Non pas parce qu'ils ont été ajoutés, mais parce qu'ils ont été rendus disponibles. Dans ce type d'environnement, la croissance n'est plus quelque chose que l'on force. C'est quelque chose qui se produit naturellement. Et c'est la différence que la plupart des gens ne voient jamais. Ils se concentrent sur la nutrition de la plante, mais la plante n'a jamais été le point de départ. Elle a toujours été le résultat, l'aboutissement visible d'un système invisible, fonctionnant en équilibre. Une fois cela compris, l'approche change complètement. On cesse de se demander comment faire pousser la plante plus vite, et on commence à se demander comment améliorer le fonctionnement du système. Car lorsque le système fonctionne, la croissance n'est plus fragile, elle devient constante, résiliente et auto-entretenue. Et cela mène à une simple prise de conscience. Vous ne cultivez pas des plantes. Vous construisez un monde vivant sous le sol, et les racines ne sont que le premier signe que cela fonctionne.